Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de l'information libre, indépendante et progressiste. Et pauvre. Et pauvre, certes. Mais tellement riche autrement. Bonjour Lina. Bonjour Xavier. Une action de solidarité à Paris contre les pressions allemandes sur la Grèce. Gaspillage alimentaire. 30% de la nourriture produite dans le monde finit à la poubelle. Tandis que la nourriture est gaspillée allègrement, les multinationales et les États tirent prétexte de la défense de la sécurité alimentaire des peuples pour accaparer leurs terres. Le procès des contrôles aux faciès se déroulait ces jours-ci à Paris, avec cette fois des chances réelles d'obtenir une avancée majeure du droit. Une nouvelle action du collectif Roundup Non Merci à Amiens pour que ce désherbant dangereux de Monsanto soit retiré des ventes. Et puis l'Altergité est allée à la rencontre de Franck Lepage, sorte de clown conférencier qui n'hésite pas à démonter avec humour les rouages des politiques culturelles, de l'éducation et de notre système politique tout entier. On vous le disait la semaine dernière, la Grèce est parvenue à arracher un accord temporaire à la Troïka, c'est-à-dire l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, lui permettant de toucher une partie de l'aide financière promise. Le gouvernement pourra donc à la fois payer ses fonctionnaires et services publics et mettre en place des réformes qui ne sont pas celles qu'exigeaient les marchés financiers. Alors ça, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, Xavier. Mais n'oublions pas que le bras de fer se poursuit, car cet accord n'est valable que 4 mois. Et 4 mois, ça passe très vite. Oui, Léna, et c'est la raison pour laquelle des militants de la gauche de gauche se sont retrouvés devant l'ambassade d'Allemagne, à Paris, afin de montrer que leur solidarité envers Syriza et le peuple grec était toujours d'actualité. Non, non, non au diktat. Depuis la victoire de Syriza en Grèce, mise à mal par les diktats de la Troïka, et en particulier par les positions intransigeantes d'Angela Merkel, le gouvernement grec a signé, vendredi 22 février, un accord avec ces 3 institutions, la Banque centrale européenne, le FMI et la Commission européenne, et présenté une liste de mesures afin de répondre à la BCE et de repousser de 4 mois la menace de la BCE de couper ses approvisionnements en liquidités. C'est un film qui sort en ce moment sur un grand film de cinéma, Bob l'éponge. On invite Angela Merkel à aller le voir. Il y a marqué « Il débarque et ça va faire des vagues ». Syriza débarque et ça fait des vagues en Europe. Et donc nous allons offrir des éponges à l'ambassade de Grèce pour qu'il les donne à Angela Merkel pour qu'elle puisse effacer l'ardoise grecque. Et le 25 février, rejoint par le Front de gauche du 93 et quelques désobéissants, le parti de gauche à Paris a mené une action devant l'ambassade d'Allemagne pour dénoncer la tentative de coup d'État financier orchestrée par le gouvernement Merkel. Nous sommes ici devant l'ambassade d'Allemagne parce que les premiers à réagir par rapport au gouvernement d'Alexis Tsipras a été la Banque centrale européenne. On se souvient que la Banque centrale européenne a dit « Si vous ne reniez pas vos engagements, nous couperons les liquidités le 28 février ». Face à la Grèce, il y a un diktat imposé par des capitales. Le libéralisme, le capitalisme financiarisé a bien des adresses. Il a des pôles d'où il effectue effectivement ses ordres. Il y a Bruxelles, mais il faut le dire aujourd'hui, il y a Berlin. Berlin qui a jusqu'à aujourd'hui réussi à échapper au remboursement depuis le hold-up des nazis en 1941 sur la banque centrale grecque. Berlin dont, après le scandale des sociétés Siemens, BMW et Mercedes, 2 sociétés d'armement sont aujourd'hui soupçonnées d'avoir versé des pots de vin à hauteur de 62 millions d'euros. Nous nous adressons au gouvernement allemand pour dire qu'il n'est pas possible qu'il remette comme ça en question le suffrage universel décidé par les différentes populations. Il n'est pas possible qu'il s'adresse à la Grèce comme s'il s'agissait d'un vassal tout juste bon à consommer les produits qu'il exporte. Il n'est pas possible de s'adresser à Alexis Tsipras comme s'il s'agissait d'un vague va-nu-pied auquel il faudrait donner des leçons. Les 4 mois vont être décisifs, en tout cas pour les forces qui sont ici présentes, pour tous ceux qui se sont manifestés maintenant depuis le meeting du 19 janvier à Japy, on sera avec eux. Solidarité avec le gouvernement d'Alexis Tsipras, solidarité avec le peuple grec. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, estimait l'an dernier qu'environ 30% des denrées alimentaires produites dans le monde étaient tout simplement jetées. Même le ministère de l'Agriculture souligne ce problème sur son site avec sa campagne anti-gaspi en nous informant que pour un foyer de 4 personnes, 20 à 30 kilos par an de produits alimentaires consommables sont jetés, dont 7 kilos de nourriture encore emballée, ce qui représente un budget de plus de 400 €. C'est la poubelle qui est contente. Des chiffres à rapprocher du nombre d'habitants de cette planète touchés par la malnutrition et la faim, près d'1 milliard.
Nous sommes allés voir ce qu'il en était des raisons du gâchis alimentaire et de quelques solutions possibles pour le réduire. Le gaspillage alimentaire, c'est toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. Dans le monde, cela représente un tiers de la production mondiale et près de 30% des terres agricoles qui produisent des denrées finalement gaspillées. En France, c'est environ 7 millions de tonnes de déchets par an. Inquiétant. Pour l'environnement, car l'eau devient une denrée rare et qu'il faut l'équivalent d'une baignoire d'eau pour produire une baguette et de 15 000 litres d'eau pour 1 kg de bœuf. Mais aussi scandaleux quand on sait que 840 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde. En nous penchant sur les pratiques de chacun des acteurs de la chaîne alimentaire, que voit-on ? À l'échelle mondiale, l'ONU estime que l'industrie agroalimentaire est responsable d'environ 40% du gaspillage. 5% pour la distribution, mais plus de 11% en France. 14% pour la restauration. Et la grosse part restante pour les ménages responsables à 42% de l'ensemble du gaspillage mondial. Et face à ce constat, que faire ? Pour qu'un changement dans nos pratiques advienne, encore faut-il l'imaginer et le pratiquer quotidiennement. En France, c'est ce que fait par exemple Disco Soup qui organise des repas festifs où sont cuisinés les invendus des commerçants et où les habitants sont sensibilisés aux causes du gaspillage alimentaire. Mais c'est aussi le réseau des banques alimentaires qui collecte les invendus auprès des commerces volontaires pour les distribuer à des associations qui retravaillent les produits. Mais pour aller plus loin, il reste nécessaire de légiférer comme l'a fait la Belgique, qui oblige désormais les supermarchés à donner leurs invendus. Justement, une pétition intitulée « Stop au gâchis alimentaire en France » demande une loi semblable au président de la République française. Accessible sur le site change.org, elle a déjà recueilli 160 000 soutiens. En signant la pétition, vous inciterez les parlementaires et le gouvernement à légiférer au plus vite. Enfin, c'est à nous de faire des efforts quotidiens pour s'approprier progressivement des habitudes alimentaires saines, ancrées dans le local et respectueuses de notre environnement. D'un côté, le gâchis alimentaire et de l'autre, l'accaparement des terres. États et firmes multinationales se lancent dans des achats de terres cultivables d'une ampleur sans précédent. Sous couvert de chercher à assurer la sécurité alimentaire des peuples, il s'agit surtout de spéculer sur les matières premières au détriment des fermiers dépossédés de leurs terres. C'est un phénomène d'une ampleur insoupçonnée. Depuis plusieurs années, en Afrique, en Asie, États et multinationales s'accaparent des milliers d'hectares de terres cultivables au détriment des populations locales. Quelle est l'échelle de ces accaparements ? Quels en sont les buts réels ? C'est à la librairie Résistance dans le 17e arrondissement de Paris qu'une conférence sur ce problème a tenté de donner des réponses. Selon la Banque mondiale, à l'époque, dans les premières années, 2008-2010, par là, ils ont chiffré peut-être 60 à 80 000 hectares de terre qui ont changé de main très très vite, surtout par les sociétés transnationales du secteur agroalimentaire, mais aussi pour faire des biocarburants. 60 à 80 000 hectares en 2008-2010, qu'en est-il en 2015 ? Ça pourrait être 200 millions d'hectares. Bon, pour avoir un chiffre, pour comprendre ce chiffre, c'est 6 fois la surface agricole de la France. Mais à la sécurité alimentaire, légitime et revendiquée par certains pays, c'est la spéculation qui est devenue la raison principale de l'accaparement des terres. Ça n'est que de la spéculation, c'est-à-dire soit de la spéculation directe par la revente des terres, soit de la spéculation par les bénéfices qui vont être faits en exportant les céréales à des prix, au prix du marché mondial. Une spéculation dont le fonds d'investissement canadien Feronia s'est fait une spécialité en République démocratique du Congo, où il demeure l'un des plus importants propriétaires fonciers du pays. C'est des gens qui ne connaissent pas du tout l'agriculture, mais qui vont en Afrique centrale là, pour faire de l'argent avec le palmier, pour faire de l'huile de palme, pour faire des bénéfices. Ils ont fait des levées de fonds, ils ont attiré des investisseurs, ils ont mis de l'argent dans les projets, mais à la fin, on voit que l'argent part dans leur poche, et c'est ça leur but, sans que rien ne change sur le terrain en termes des salaires pour les travailleurs, ni pour la récapitalisation des plantations ou l'infrastructure et tout ça. Si l'Afrique est particulièrement touchée par l'accaparement des terres, l'Europe n'en est pas moins concernée par ce problème. C'est pareil que ce qu'on voit en Afrique et en Amérique latine, et ainsi même au Canada, pareil. Par exemple, en Ukraine, il y a eu d'énormes ventes de terres à des investisseurs étrangers, y compris français,
pour spéculer, pour faire de l'argent très très vite en achetant la terre à très bas prix et pour faire des céréales et tout ça pour l'Europe de l'Ouest. À l'accaparement organisé des terres par les États et les multinationales, il faut opposer une réponse organisée par ceux qui en subissent les effets de plein fouet. Les populations sont jetées hors de leur terre ancestrale et que du coup c'est un ethnocide. Elles perdent leur culture, elles perdent leur langue, elles vont atterrir dans les bidonvilles. Il y a de plus en plus de paysans qui comprennent, qui se laissent plus avoir par les mensonges du genre ça va aller pour vous, ça va être super, on va vous nourrir et tout. Et donc maintenant ils commencent à se bagarrer. Et donc les mouvements européens, occidentaux, américains, etc. commencent aussi à se battre et à se mettre avec eux pour essayer d'organiser la résistance, de dénoncer ce délire qui est un délire. Il faut soutenir les paysans sur place dans les différents pays qui luttent pour imposer, si vous voulez, une autre forme d'agriculture parce que tous les accaparements de terre, c'est pour faire de l'agriculture industrielle. Gaëtan, bonjour. Bonjour. Tu animes la campagne CopWatch et tu étais mercredi 25 février au tribunal de grande instance de Paris où 13 personnes s'estimant victimes de contrôles de police au faciès ont attaqué l'État et le ministère de l'Intérieur en particulier devant la justice. Avant de parler du procès, est-ce que tu pourrais revenir sur ce problème du contrôle au faciès? Oui. Au nom de l'article 78.2 du Code de procédure pénale, les policiers peuvent demander à n'importe quelle personne de justifier son identité si elle présente des raisons plausibles de commettre ou d'avoir commis une infraction, un délit, etc. Mais c'est l'appréciation de ces raisons plausibles qui est discriminatoire. C'est ce qu'a révélé une étude du CNRS en 2009. Cette étude montre que les chances d'être contrôlé par la police sont 11 fois plus élevées chez les jeunes et 6 à 8 fois plus chez les personnes racialisées. C'est une source d'humiliation, de frustration, de peur. Il faut s'imaginer, on va à un entretien d'embauche, par exemple, très important, et on se fait arrêter et contrôler pour la simple raison qu'on est noir ou qu'on a un sweat à capuche. Donc pas d'entretien, pas de travail. Imagine la colère que ça peut provoquer. Et le risque aussi que le contrôle dégénère verbalement ou physiquement avec garde à vue, comparaison pour outrage et rébellion ou plus grave, violence et même décès. Je rappelle que c'est pour fuir un simple contrôle d'identité que Zied et Bouna se sont réfugiés dans un transformateur électrique et sont morts électrocutés. Alors à la source de ce problème, il y a une zone de quasi non-droit. Le contrôle d'identité est la seule procédure administrative qui ne donne pas lieu à un procès verbal et qui n'offre donc aucune possibilité de recours. Et justement, le collectif Stop Contrôle au faciès propose une solution pour résoudre ce problème. Oui, il s'agit de mettre en place un simple reçu de contrôle d'identité qui indique le lieu, la date, le motif et le cadre légal du contrôle, son résultat et le matricule de l'agent ayant réalisé le contrôle. Le reçu est signé par le policier et par la personne contrôlée. Cette dernière récupère un exemplaire avec son nom et le policier récupère un autre exemplaire sans le nom cette fois-ci. Et les deux exemplaires sont liés par le même numéro de souche. Ce type de reçu a déjà été expérimenté dans différentes villes en Europe. Et non seulement il a permis de réduire drastiquement le nombre de contrôles au faciès, mais en plus d'accroître l'efficacité des contrôles, c'est-à-dire d'avoir un ratio contrôle-arrestation en hausse. Donc c'est une mesure de justice pour la population et de simplification du travail de la police. Et j'imagine que c'est dans le but de mettre en place, d'obtenir en tout cas la mise en place de ce reçu qu'a eu lieu le procès de mercredi. Exactement. L'objectif, au-delà de la condamnation de l'État et du dédommagement des 13 plaignants, c'est bien sûr de faire pression sur le pouvoir pour qu'il mette en place ce reçu. Je rappelle que c'était une promesse de campagne de François Hollande qu'il n'a pas tenue. Bien sûr, ce n'est pas la seule. Donc, le procès de mercredi dernier était un procès en appel. Il y a déjà eu un procès précédemment en 2012 qui s'est soldé par un non-lieu au motif que les plaignants n'avaient pas réussi à établir la preuve des pratiques discriminatoires. Alors cette fois-ci, les choses ont changé. Charlie Hebdo est passé par là, donc l'enjeu est beaucoup plus tendu. On est dans un contexte où les haines raciales s'affichent plus clairement. Les avocats des plaignants ont fait clairement allusion au livre de Zemmour, aux déclarations de François Copé. Et allié de taille qui s'est joint au collectif, le défenseur des droits qui avait déjà présenté un communiqué le 9 février qui allait dans le sens du collectif et qui
explicité les discriminations qui sont pratiquées dans les contrôles au faciès et qui a donc plaidé pour un changement clair, un signal clair envoyé par les juges pour dire non, la justice française ne laisse pas passer les discriminations. Alors face à cela, la représentante de l'État était dans une situation un petit peu intenable. D'un côté, elle devait nier, enfin argumenter que les 13 plaignants n'avaient pas été victimes de discrimination, et d'un autre côté, puisque tout conduit à reconnaître ces discriminations, les rapports, les témoignages, le défenseur des droits, eh bien, elle devait dire qu'effectivement, il y a des discriminations, mais c'est au Parlement de résoudre ce problème et non pas à la Cour. Et enfin, elle a accusé évidemment le défenseur des droits de se servir de ce procès comme d'une tribune médiatique, et finalement, elle s'est réfugiée dans un discours très juridico-technique. Donc les chances d'obtenir un jugement favorable sont un petit peu plus élevées que d'habitude. Alors c'est ce que m'a confié Bokar Niam, qui est un des plaignants mais qui est également membre du collectif. On va gagner, c'est clair qu'on va gagner. La question est de savoir, est-ce que c'est en France que le verdict tombera et que ces discriminations seront condamnées, ou est-ce que ce sera face à la Cour européenne des droits de l'homme? Évidemment, pour Bokar Niam, il serait beaucoup plus avantageux que ce soit la France elle-même qui arrive à résoudre ces problèmes de discrimination. Le verdict tombera le 24 juin. Si l'État est condamné, il aura toutes les raisons de mettre en place ce reçu. Ce sera un grand pas vers l'amélioration des relations entre citoyens et police, et surtout une belle preuve que c'est en s'organisant collectivement qu'on change les choses. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur le site de la JT et de copwatch.fr. En attendant, je vous dis à bientôt et restons vigilants. Merci Gaëtan. Roundup un jour, Roundup toujours. On a déjà parlé de la dangerosité de ce produit, Xavier, mais il est toujours accessible, alors répétons-le. D'après les études du professeur Seralini, le Roundup provoquerait des cancers et des problèmes hormonaux graves. C'est pourquoi le collectif Roundup Non Merci, que nous avons déjà suivi à plusieurs reprises, ne lâche pas le morceau et était à nouveau en opération dans un supermarché d'Amiens afin d'interdire à la vente ce désherbant de Monsanto. Alors l'objectif d'une action Stop Roundup, en fait, c'est à la fois de sensibiliser les gens à l'utilisation de ces produits, parce que c'est un produit qui est très nocif pour les particuliers et pour les professionnels de l'agriculture industrielle, bien sûr, mais aussi faire pression sur les chaînes de magasins qui vendent encore ce genre de produits et qui rentrent pas dans qui rentrent difficilement dans une démarche en fait de sortir de leur rayon. Pas de violence s'il vous plaît, pas de violence. Action non violence. Gamver vend du poison dans ses rayons. C'est une action non violente qui montre que Gamver vend dans ses rayons un produit empoisonnant sans vous prévenir. Pas de violence s'il vous plaît, pas de violence. Laissez-moi faire. Gamver s'engage à retirer, laissez-moi parler. Comme l'a fait les enseignes Leclerc en Bretagne, comme l'a fait Auchan et l'enseigne botanique, à supprimer le Roundup de ses rayons. C'est un produit dangereux, le Roundup. D'ailleurs, plus ces produits, notamment les enseignes Auchan, Botanique, tous les Leclerc de Bretagne, décidé de supprimer les produits Roundup de leur rayon, parce qu'ils savent que c'est un poison. Nous encourageons donc Gamver à faire de même, dans une démarche éthique, de respect de la santé publique et de préservation des ressources naturelles. D'autres actions sont à prévoir contre le glyphosate chez Gamver et les autres enseignes qui continuent à vendre ce produit. Merci pour la vie. Chers clients de Gamver. Il y a cette politique. Apparemment, d'après le directeur chez Truffaut, ils sont pas du tout là-dedans. Oui, mais ça, faudrait qu'on aille les voir pour savoir. Il faudrait qu'on aille les voir. Il
Il y a ceux qui font du spectacle pour nous divertir, nous faire rire, sur nos petits tracas quotidiens par exemple. Et puis il y a ceux qui non seulement nous font rire, mais nous font réfléchir. Et pas que sur notre propre personne, mais aussi sur des questions d'intérêt général, pour réveiller en douceur nos consciences et nous donner l'envie de créer un monde différent ensemble. Mais ils ou elles sont beaucoup plus rares, Xavier. Franck Lepage est de cela. L'Altergité a assisté à sa dernière conférence gesticulée. C'est au Grand Parquet que Franck Lepage a fait sa conférence gesticulée Inculture ce mardi 24 février. Il y raconte son expérience de directeur chargé de mission culturelle, un spectacle jouissif et décapant où il fait de son expérience personnelle une expérience politique. Mesdames, messieurs, ceci est un poids. Alors il se pose tout de suite une question, est-ce que ça c'est un objet de culture? Vous allez me dire oui, de culture des poireaux, c'est pas la question que je vous pose. Est-ce que ça c'est de la culture tout court? Mesdames, messieurs, aujourd'hui j'habite en Bretagne. J'habite en Bretagne et je fais pousser des trucs comme ça, je cultive des poireaux. Je suis dans la culture des poireaux. Avant j'habitais Paris et j'étais dans la culture. La culture ne serait au fond qu'une formulation, un système créé par un pouvoir pour par exemple soutenir l'idée que l'on est en démocratie et que l'on peut faire ce que l'on veut. Vous allez me dire c'est complètement idiot de donner des subventions vertigineuses pour faire pipi par terre. Mais non, c'est pas idiot. C'est même remarquablement intelligent. Parce que ça prouve quelque chose, ça nous fait croire à quelque chose. Ça prouve de la liberté d'expression. Ça prouve qu'on est dans une démocratie. Mais attention, hein, une démocratie à bon compte, hein, une démocratie fastoche. Hein. Parce que si vous pensiez que la démocratie, ça consiste à prendre des risques contre des institutions, dénoncer... vous avez perdu votre temps, il suffit d'ouvrir votre braguette, ça fait de vous instantanément un démocrate. En fait. Des myriades de choses à raconter et qui sont à la fois laissées dans le spontané, à la fois... on sent que c'est tellement bien construit. Les conférences gesticulées sont un formidable outil de communication politique auquel Franck Lepage souhaiterait former les syndicalistes ou les partis politiques comme le NPA. Il y a une fille qui nous a dit, ici au NPA, le thème, le principe c'est raconte pas ta vie. Raconte pas ta vie, on s'en fout de ta vie, ça nous intéresse pas, tu vois. Et ben c'est ça l'erreur. Raconte-nous ta vie, quoi, tu vois. C'est ça qui nous donne envie de militer, quoi. Franck Lepage n'est pas seulement un clown, c'est un enchanteur qui redonne du sens au mot politique par un militantisme ardent et décomplexé. Et voilà, cette édition de notre Altergité est terminée. Vous pouvez reprendre une activité normale et notamment retourner à vos luttes parce qu'il y a encore du boulot dont on rendra compte dans les futures éditions de notre Altergité. À très bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Léna. Au revoir Xavier. Et n'oubliez pas Tipeee.